Le voile n'est pas le symbole de la liberté, c'est le symbole, le signe de la soumission. Il n'est pas non plus le marqueur de l'égalité. Au contraire, il conteste radicalement l'égalité entre les hommes et les femmes. Il est, là encore, le signe de l'infériorisation du statut de la femme. Le voile n'a rien à faire dans les compétitions sportives, bien évidemment. Le sport, c'est ce lieu, c'est cette grammaire universelle où on peut communier, quelles que soient les origines et quelles que soient les religions ou les croyances. Vive le sport et donc à bas le voile, bien sûr. Aujourd'hui, on a cette proposition de loi qui donc vise à renforcer, je cite, le principe de laïcité dans les compétitions sportives en interdisant le port de tenues ou de signes ostensiblement religieux. Il faut comprendre que cette loi n'a rien de particulier. Elle s'inscrit dans une continuité politique qui fait que depuis des années et des années, on a régulièrement des polémiques islamophobes en France, notamment sur le port du foulard et le port du voile. Ça commence historiquement en 1989 où il va y avoir la première grande polémique sur la question lors de l'affaire qui est dite l'affaire de Creil, où en gros le principal du collège de Creil va exclure de son établissement 3 jeunes filles qui portent le foulard parce que ce serait selon lui contraire à la laïcité. C'est une affaire qui va faire boule de neige et qui va conduire à des débats à l'Assemblée nationale. Ça va être assez violent, hein. Les images sont dures. Je vous les ai pas mis parce que franchement j'ai trouvé ça assez toxique, mais on voit vraiment ces 3 collégiennes poursuivies par les paparazzis dans la rue qui courent pour essayer de se mettre dans la bagnole de leurs parents et qui sont vraiment jetées dans les mâchoires du tigre. C'est pas elles qui refusent d'enlever le voile ou qui se mettent à porter le voile et qui d'un coup créent un problème. C'est au contraire en fait le principal du collège qui déclenche la polémique en disant non, moi je refuse. C'était quelque chose qui de fait existait jusque-là. Et en fait, ces jeunes filles ne comprennent pas pourquoi d'un coup on leur interdit quelque chose qui leur était autorisé et que rien dans la loi française n'interdit. Et il n'y avait aucune provocation de leur part. Et en fait, par la volonté de ce principal qui ne s'appuie sur rien d'autre que, je pense, un jugement assez islamophobe, en fait, ces jeunes filles vont se retrouver vraiment balancées dans une tornade médiatique où on ne va rien leur épargner. Donc on se retrouve avec une première grosse affaire en 1989, sachant que jusque-là, en fait, depuis des décennies et des générations, il y a des jeunes filles qui portaient le voile au collège ou au lycée sans que ça ne crée de problèmes spécifiques. Et d'un coup, on crée un problème, et en fait, surtout, on crée un problème politique. Et en 1994, donc là, on est sous Chirac, un sombre ministre de l'Éducation nationale. Je ne sais pas si vous le connaissez, vous avez peut-être oublié son nom, c'est vraiment un type, il n'a pas marqué les esprits, mais finalement, il est resté assez longtemps en politique. Est-ce que quelqu'un nous trouve le sombre ministre de l'Éducation nationale qui va relancer d'une manière extrêmement vicieuse, je trouve, la question du voile? Un certain Bayrou, exactement. Monsieur François Bayrou va se faire un nom. C'est le moment où il va rentrer sur la scène médiatique. Ça va être son premier grand coup. C'est pour ça que moi, Bayrou, j'ai jamais pu l'encadrer et qu'à chaque fois que des gens de droite me disent non, mais il est plus modéré et tout, ça me fume parce que je n'ai pas oublié comment Bayrou s'est fait connaître. Bayrou se fait connaître avec une circulaire. Il est alors ministre de l'Éducation nationale qui vise à interdire les signes religieux ostentatoires, mais pas les signes discrets. Et là, on voit le vice de l'homme. C'est-à-dire que si on pense du point de vue de la laïcité brute, c'est-à-dire qu'on prend la conception de la droite de la laïcité, qui est en fait une instrumentalisation d'une forme d'athéisme systémique de l'institution, on pourrait se dire, bon, il faut qu'il y ait une interdiction des signes religieux à l'école. Et non, pas du tout. La manière de penser de François Bayrou, c'est de dire, on va interdire les signes religieux ostentatoires. En fait, on va interdire une catégorie de signes religieux dont on sait pertinemment qu'elle ne correspond qu'à un certain groupe d'élèves, à savoir, en réalité, les filles ou les jeunes femmes qui portent le voile. C'est hyper violent, et maintenant qu'on connaît les liens de Bayrou avec Bétarame, avec les écoles privées catholiques, etc., d'autant plus, je trouve, malsain cette manière de penser, puisqu'on voit que ça va préserver le droit d'une partie des étudiants et des élèves à porter leur signe distinctif et finalement leur marque religieuse. En gros, t'es catho, t'as un crucifix, il n'y a pas de problème. Par contre, ça va cibler spécifiquement une partie de ces élèves-là à qui on va mettre tout de suite une anathème. Toi, tu portes ton foulard, tu n'as pas le droit de le porter, tu es anti-républicain. Donc ça va être la base d'un argumentaire qui va être extrêmement utilisé par la fachosphère pour cibler les musulmans dans des lois sur la laïcité, qui va être un espèce de système préférentiel où d'un côté, on va créer constamment des lois sur la religion et la laïcité en se torturant le cerveau en permanence pour faire en sorte que ça ne cible, bien entendu, qu'une seule partie de la population. Et donc on voit bien que d'un point de vue brutalement constitutionnel, c'est un énorme problème. Ça crée une différenciation au sein du droit et au sein de la loi. Ne prenez pas la loi que pour ce qu'elle est. C'est-à-dire la loi n'est pas qu'un texte
qui est écrit et ensuite qui va créer une règle. La loi, c'est aussi un moment politique et c'est le moment, en fait, à la fois de son application, à la fois des espaces d'exclusion qui vont être autorisés socialement autour de son application, les fameux illégalismes dont je vous ai parlé dans le live sur la police, à savoir qu'en réalité, le droit ne s'applique pas de la même manière pour toutes et tous. Ce qui se produit autour de la question du voile, c'est que tous les débats, en fait, autour de ces pseudo-lois sur la laïcité qui sont officiellement des lois républicaines, mais qui, en réalité, dans le monde médiatique, dans la sphère politique, ne sont que des débats permanents autour des personnes musulmanes, sont en fait des moments sociaux où on autorise des comportements différenciés et discriminants envers les personnes musulmanes. J'espère que vous suivez le truc. C'est-à-dire que quand vous avez de 1989 à 1994 des débats sur le droit à des jeunes femmes de porter ou non le foulard à l'école, sur ensuite des lois qui sont censées être des lois sur la laïcité, la vérité c'est que tout le monde sait que ces lois ne sont pas des lois sur la laïcité, mais que ce sont des lois contre les musulmans. Ce qui va faire que quand vous avez un principal de lycée qui doit appliquer ces lois-là, il va bien entendu pas appliquer la loi de la même manière à tous les élèves, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec l'exemple qui était cité tout à l'heure, avec une élève qui va porter une main de Fatma, qui va se faire attraper par le principal, et à côté un élève qui porterait une croix catholique, qui lui n'aurait aucune remarque, quand bien même les deux symboles sont les mêmes. Parce qu'il y a un contexte, toujours un contexte aux lois, c'est ça qu'il faut comprendre, un contexte sociétal, un contexte d'application, et qu'en fait le discours politique autour de la création d'une loi dit concrètement comment cette loi va réellement fonctionner en dehors du principe légal simple. On continue, on avance un peu dans le temps. On arrive après à deux lois de 2004 et de 2010 qui vont être deux lois très très importantes et qui sont un peu pour moi le socle le plus islamophobe sur lequel notre État s'est constitué. Donc la première loi de 2004, elle va se baser sur un rapport du gouvernement Chirac, le rapport, alors là je vous le dis de tête, allez vérifier, je crois que c'est le rapport Stasi. En gros, c'est un rapport qui va être donné au gouvernement Chirac pour interdire les signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse à l'école publique. En gros, c'est la suite de la circulaire Bayrou, mais cette fois on met ça dans le droit, on met ça dans la loi, et en fait du coup on rentre du coup avec cette loi-là dans la première, vraiment je trouve, institutionnalisation extrêmement forte des discriminations islamophobes. Le problème de tout ça, c'est que tous ces discours se font toujours au principe de la laïcité. On a toujours cette idée que interdire le voile à l'école, interdire les signes religieux, etc., serait un marqueur de laïcité et ce serait finalement respecter la Constitution française et cet esprit républicain laïcard que d'agir de cette manière-là sur les personnes qui afficheraient un signe religieux, patati et patata. Sauf que non. On va faire un point laïcité. La laïcité dans la République française n'est pas un principe anti-religieux. Je vais citer le ministère de l'Éducation nationale sur le sujet. Je me suis dit autant aller à la source du problème, puisque c'est là que tout se joue, là, sur ces discriminations au sein de l'école. Selon le ministère de l'Éducation nationale, selon leurs propres mots, la laïcité est un principe de liberté, liberté de croire ou de ne pas croire. Le sociologue Marc Jacquemin, qui a beaucoup travaillé sur cette question-là, explique qu'en fait, il y a un amalgame qui s'est créé dans la tête de la plupart des gens qui veut que la laïcité soit en fait une forme d'athéisme ou d'agnosticisme d'État. Alors que pas du tout. La laïcité n'est pas un athéisme ou un agnosticisme. C'est la revendication d'une stricte indifférence de la puissance publique, je cite Marc Jacquemin là, à l'égard de toutes les convictions religieuses ou philosophiques dès lors que celles-ci ne conduisent pas à des comportements légalement délictueux. Donc c'est hyper intéressant, je trouve, ce que dit Marc Jacquemin sur la question de la laïcité, parce que on a voilà cette notion de stricte indifférence de la puissance publique. Et ça, si vous êtes des gauchos, emparez-vous de cette idée-là. Ce n'est pas un athéisme d'État. Ça n'a jamais été ça et ça n'aurait aucun sens en réalité. Il y a eu pas mal de spécialistes, notamment des anthropologues de la religion, qui ont travaillé sur l'athéisme d'État, par exemple en URSS, et qui expliquent qu'à la fin, dans ces espaces-là, le refus religieux devient quasiment un système de croyance religieux en lui-même. Et à ce titre-là, finalement, n'est pas représentant d'une forme de laïcité. Donc, pensez que la laïcité, c'est cette revendication d'une stricte indifférence de la puissance publique à l'égard de toute conviction religieuse ou philosophique, tant que celles-ci ne conduisent pas à des comportements légalement délictueux, donc tant que vous ne faites pas quelque chose qui soit contraire au droit ailleurs. Mais sinon, pour le reste, vous avez le droit d'exprimer votre croyance, ça marche. Le problème avec le voile, c'est qu'on est en train de fabriquer des lois spécifiques pour interdire aux gens d'affirmer leurs convictions religieuses. On rend délictueuses leurs convictions religieuses a posteriori. Et ça, c'est un problème. Il faut bien comprendre, et ce qui est particulièrement important, c'est que, la religion n'a pas à disparaître dans la
laïcité. Ça n'a jamais été l'intention des lois républicaines. Et deux, cette question de la laïcité n'est pas une responsabilité du citoyen, c'est une responsabilité de la force publique. C'est à la force publique de ne pas exercer de discrimination ou de différence entre les individus. Est-ce que vous comprenez à quel point c'est une nuance importante? Un fonctionnaire, par exemple, ne doit pas faire de prosélytisme religieux sur son lieu de travail. Ça paraît évident, parce que ce serait contraire à la République et aux principes de la République, puisque là, la République incarnée dans ce fonctionnaire serait en train d'agir en portant un message religieux qui aurait un impact sur les individus. Ça, c'est grave, d'accord? Mais d'un autre côté, on peut pas avoir les mêmes attentes pour les citoyens. Et ça, c'est très bien dit d'ailleurs par le ministère de l'Éducation nationale. Sur le site du ministère de l'Éducation nationale, il est écrit: il faut préserver les élèves de tout prosélytisme idéologique, économique et religieux. On est toutes et tous d'accord qu'on ne veut pas de professeurs fassent de prosélytisme pour une religion, une croyance ou quoi que ce soit. On sait bien que la neutralité n'existe pas, mais on veut créer un cadre où ce sont les valeurs de la République qui sont mises en avant et où il n'y a pas de prosélytisme, quel qu'il soit, porté par le représentant de la force publique. La plupart des gens, tout ce que je suis en train de le dire, ne le savent pas. Ils ont de la laïcité, la représentation faussée, que ce serait en fait une forme d'agnosticisme d'État, alors que non, pas du tout. On a en fait, si vous voulez, un cadre avec la question de la laïcité qui est assez carré. Et en fait, on voit qu'il y a une torsion de ce cadre dans le discours public qui est décalé de la réalité de ce qu'il est. On a fait passer en fait un système qui dit que, en gros, l'institution n'a pas à porter de discours prosélyte, à l'individu. On a inversé, le citoyen ne doit pas faire de prosélytisme, mais ça n'a pas de sens. En fait, comment le citoyen qui se rend à la mairie serait en train de faire du prosélytisme? Simplement porter votre conviction religieuse sur vous ou politique ou je ne sais quoi, en vous baladant avec un sweat sur lequel il y aurait une faucille et un marteau si vous êtes communiste, ça fait pas de vous non plus une personne qui est en train d'essayer de convaincre l'intégralité des personnes dans la mairie que c'est la bonne manière de penser. À l'inverse, si un agent de la mairie fait la même chose, oui, effectivement, on pourra considérer qu'il y a une forme de prosélytisme politique, disons. Donc, on peut pas avoir les mêmes attentes envers les citoyens que envers la force publique. Et il y a un droit en France, qui est quand même un droit fondamental, la liberté d'expression et le droit à chacun d'affirmer ses convictions. On ne peut pas vous enlever ça, en fait, c'est un droit constitutionnel. Et oui, l'administration doit rester neutre, mais pas vous. Ce serait profondément contraire à la démocratie. Je rappelle l'article 18 du coup de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester, c'est très important, la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Ça, c'est la Constitution, les gens. À un moment donné, il y a peut-être 5 minutes, là, il va falloir revenir à ça, là, avec toutes leurs lois de merde. Je pense que vraiment, sur la simple base de cet article, quasiment toutes ces lois sur le voile sont anticonstitutionnelles. On peut concevoir, si on reprend l'exemple de l'école, que l'espace scolaire va avoir des règles qui puissent être différentes, par exemple, concernant les professeurs, concernant l'enseignement, parce que ça amènerait, en fait, un principe où l'État ne serait plus laïque si le professeur commençait à prêcher pour une église. Maintenant, concernant les élèves, c'est pas normal en fait, parce que tout ce que font les élèves, c'est exercer leur liberté de manifester, je reprends les mots de la Constitution, manifester leurs propres convictions, et du coup, on peut se demander sérieusement en quoi ça prouve le moindre endoctrinement, et en quoi interdire ça est une preuve de laïcité. Réfléchissez-y 2 minutes. En quoi interdire aux personnes de présenter des convictions différentes au sein de l'école et démonstration de laïcité? Est-ce que vous voyez vers où je vais? C'est un peu subtil, vous allez voir, c'est un peu une torsion de cerveau, mais une fois qu'on l'a capté, ce truc-là, ça paraît très clair et d'un coup, t'es là, mais tu te dis, mais putain, mais oui, c'est une évidence. Je vais revenir sur le travail de Marc Jacquemin, donc, qui est sociologue, travaillé là-dessus. En gros, il a une idée assez intéressante. Il dit autour de cette idée de l'endoctrinement, est-ce que au final, il ne faut pas imaginer le contraire? Que dans une société, la vraie laïcité, ce soit la cohabitation visible des convictions multiples qui constituerait en soi la meilleure introduction possible au pluralisme. En gros, l'idée c'est que est-ce que c'est mieux laïquement de dire à certains groupes vous devez disparaître, vous devez faire comme si vous n'existez pas, vous avez l'interdiction absolue de montrer votre différence, ou est-ce que c'est pas mieux de dire nous acceptons l'existence de ces différents groupes au sein de l'école par exemple, à la condition de l'acceptation du pluralisme, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs groupes différents et que ces groupes-là doivent
doivent coexister ensemble. Et l'intelligence, je trouve, de la proposition, c'est de dire, mais en vrai, la vraie proposition laïque, le véritable apprentissage de la laïcité, c'est pas d'invisibiliser une partie de la population et pas une autre, et de créer des espèces de hiérarchies bizarres entre les croyances, les cultures et leur droit d'expression dans l'espace public. C'est plutôt de laisser ces groupes exister et coexister, et de faire de la coexistence l'enjeu républicain. Marc Jacquemin a une formule que je trouve très juste sur ça, qui définit la laïcité selon lui, et qui est, à mon sens, un banger qu'on devrait toutes et tous connaître. Il dit, en France, la laïcité doit s'entendre non comme une interdiction d'expression, mais comme une obligation de débat. Il ne s'agit pas de garder pour soi ses convictions religieuses, mais d'accepter qu'elles rentrent en concurrence avec toutes sortes d'autres convictions, et pas seulement religieuses. Une école où différentes convictions ont le droit d'exister serait donc bien plus représentative. Est-ce que vous captez l'intelligence de la proposition? En gros, je vous la redis, en France, la laïcité doit s'entendre non comme une interdiction d'expression, mais comme une obligation de débat. Il ne s'agit pas de garder pour soi ses convictions religieuses, mais d'accepter qu'elles entrent en concurrence avec toutes sortes d'autres convictions et pas seulement religieuses. C'est solide, ça. Je trouve que c'est extrêmement solide. Ça revient à casser tous ces débats à la con en disant, mais en vrai, il n'y a rien dans notre constitution, il n'y a rien dans la conception globale de la laïcité qui disent que chacun doit garder sa religion pour soi et qu'en parler, ça irait contre la laïcité, que la religion doit disparaître de l'espace public, que les croyances doivent disparaître de l'espace public. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on renvoie le seul discours qui pourra s'exprimer dans ce cadre-là sera le discours de la majorité. Ce ne sera pas un discours neutre, ça n'existe pas un discours neutre. Ce sera simplement un discours dominant. Et tous les autres discours, eux, seront effacés et disparaîtront. Et ce que je dis là, ça vaut pour la religion, mais intéressez-vous-y parce que ça vaut aussi pour la politique. À un moment donné, c'est la liberté d'expression dans l'espace public qui est remise en question par ces lois sur le voile. Donc aujourd'hui, ça sert de l'islamophobie. Demain, ça servira des oppositions politiques. Ce dont on a besoin, à un moment donné, c'est de remettre au centre la conception républicaine. La conception républicaine, c'est techniquement un refus de la domination des uns sur les autres. C'est pour ça qu'il dit que c'est une obligation de débat. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver avec votre conviction et dire ma conviction c'est que je refuse que tel groupe existe, je refuse de parler avec un tel, c'est que je refuse de faire ci avec un tel. Ça c'est anti-républicain, effectivement. Mais si ce refus n'est pas là, si simplement tu as une personne qui est là, qui représente sa croyance ou sa conviction profonde, mais sans pour autant refuser l'existence des autres et en acceptant que les autres existent, mais tu es dans le modèle de laïcité. Lui est dans le modèle de laïcité. Le modèle de laïcité, c'est la confrontation des idées différentes et le fait que justement on refuse la domination d'un seul point de vue. Et c'est pas du tout sur ça qu'on est, quoi. Moi je trouve cet argument fort. Je trouve que c'est d'une portée gigantesque parce que ça retourne le débat. Parce que souvent, les gens sur la question de la laïcité, c'est oui, dans ce cas-là, on fait disparaître tous les signes religieux et tout, mais on voit bien que dans l'application sociale de ces lois, on est en fait en train de cibler un seul groupe, on est dans des lois discriminantes, dans des lois islamophobes, etc., etc. Et pour lutter contre ça, je crois qu'il y a un énorme besoin d'avoir, à mon sens, une transformation de nos représentations et particulièrement à gauche. C'est-à-dire que moi, je suis pour la laïcité. Vraiment, je la défends corps et âme. Et la laïcité, elle me renvoie forcément à un paradoxe, c'est-à-dire que oui, je suis pour la laïcité, mais je suis pas du tout pour qu'on interdise aux gens d'avoir leurs convictions, leurs croyances, etc., etc. Mais d'un autre côté, on me dit souvent, oui, mais attends, dans la religion, la loi de Dieu est au-dessus de la loi des hommes, tu vois, et du coup, tu te dis, ah oui, mais c'est vrai, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que c'est pas une contradiction? Non, pas si tu prends ce principe de la laïcité proposé par Jacquemin, que je trouve très bien. Nous ne sommes pas dans une interdiction d'expression, mais dans une obligation de débat. De toute façon, la laïcité pose le cadre de la loi, comme le strict limite. Donc, de toute façon, la Constitution reste au-dessus. Et après, derrière, un débat, un échange, une discussion. Et à partir de là, on est bien. C'est assez important de comprendre à quel point on est dans un débat public qui est un débat qui va être décorrélé au final de la question de la laïcité. Nous ne sommes pas autour du voile sur un questionnement qui tourne autour de la question de la laïcité. Pour la simple et bonne raison que tout ce que je viens de vous dire, c'est probablement la première fois que vous l'entendez. À la limite, vous avez peut-être déjà entendu Mélenchon ou des gens de la FI parler de ce que je disais tout à l'heure, de la stricte indifférence de la puissance publique à l'égard des convictions religieuses. Ça, je crois que ça a été défendu par la LFI pendant un moment. Mais derrière, il y a un moment où il y a une réalité. Le débat ne tourne pas sur la laïcité. Les spécialistes de la laïcité ne sont pas appelés à parler. Ce qui se passe, c'est qu'on a généralement la laïcité qui est prise pour acquis selon sa version par la droite qui n'a lu ni la Constitution, ni le droit, ni la philosophie, ni la sociologie et qui en a fait une espèce de définition un peu bizarre où la laïcité ne serait en fait que l'expression de la pensée dominante. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à ces grands écarts un peu bizarres où la laïcité, donc c'est le refus de la religion pour les musulmans, mais finalement le droit à la religion pour les catholiques. On enlève certains groupes religieux et on n'en attaque pas d'autres, etc., etc. Parce que en fait, c'est les paradoxes de la pensée majoritaire. C'est une pensée qui n'a pas à se définir rationnellement parce qu'elle appartient à une doxa collective partagée et que l'intégralité des gens, en tout cas des décideurs publics qui s'en emparent, ont des représentations collectives qui sont les mêmes et qui vont dans la même direction sans se rendre compte que ce qui porte, c'est discriminant purement et simplement. On finit juste la petite frise chronologique. Seconde loi 2000
2010, donc faite par Sarko, qui va interdire la dissimulation du visage dans l'espace public. Je cite la loi, nul ne peut dans l'espace public porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Était-ce une loi fondamentalement islamophobe? À nouveau, quand on lit la loi, on se dit non, peut-être pas, etc. Et c'est là où on va voir les fameux illégalismes dont je parlais, c'est-à-dire les applications différenciées du droit selon les personnes. C'est-à-dire que si vous êtes une femme qui porte un voile couvrant le visage, vous êtes dans l'illégalité. Maintenant, je vais vous montrer des images et vous allez me dire si vous pensez que cette loi aurait pu s'appliquer. C'est une proposition, hein, voilà. Je vous montre des images, vous me dites est-ce que cette loi s'applique ou pas. Scandé par 5 à 700 personnes, habillées tout en noir dans les rues de Paris. Comptez les masques et les gens au visage dissimulé. À commencer par cet énorme monsieur avec ce visage complètement caché. Des drapeaux avec la croix celtique, symbole de l'extrême droite radicale. Visage dissimulé, principalement des jeunes hommes. Samedi après-midi, ces militants commémoraient la mort d'un des leurs il y a 29 ans. Une marche qui s'est tenue dans le calme, sauf après la dispersion selon cette riveraine. Il y a un passant qui leur a fait un signe, un doigt d'honneur. Et là, ils se sont jetés sur lui et ils l'ont piétiné. Juste des coups de pied, coups de poing, coups de pied par terre. Donc ça, c'est la fameuse manifestation. Donc cette année, je crois que c'est le 10 mai qu'ils ont prévu de la faire, hein, qui a lieu chaque année, faite par un collectif qui s'appelle le collectif du 9 mai. Je voulais juste laisser le petit passage où ça rappelle qu'ils ont tabassé quelqu'un, parce que les gens adorent dire que cette manifestation s'est passée sans violence. J'adore, tu sais, c'est oui, sans violence, sauf le moment où ils ont tabassé quelqu'un, sinon c'était sans violence, évidemment. Reprenons la loi de 2010. Nul ne peut dans l'espace public porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Manifestement, les flics, ce jour-là, personne leur avait dit. C'est simplement pour parler justement de cette notion d'illégalisme dont je vous parle souvent par rapport à la police, la justice, etc. pour dire que oui, il y a un cadre légal, oui, il y a une justice, oui, il y a des applications et des espaces d'application, sauf que non. Vous voyez bien que la loi n'est pas appliquée de la même manière. Là, toutes ces personnes qui ont marché dans la rue avec ce visage dissimulé auraient pu tout à fait être interpellées par la police au principe de cette loi. Ça aurait permis que des nazis ne défilent pas dans les rues, mais ça n'a pas été fait. À nouveau, on voit comment la loi a une neutralité des propos dans la proposition. Hein. Ça ne dit pas les femmes musulmanes dans l'espace public n'ont pas le droit de porter de tenue qui sert à dissimuler leur visage. Mais dans l'application, comme tout le monde sait à qui est appliquée cette loi et pourquoi cette loi a été faite, eh ben, elle n'est pas utilisée pour s'occuper des fachos qui marchent dans la rue visage caché. Comment le voile et le foulard en sont venus à apporter cette dimension de menace dans l'espace public? Ben justement, on revient à ce que je disais au tout début du live, à savoir l'absence de source, l'absence d'éléments factuels. On vous parle de jeunes femmes qui seraient forcées de porter le voile par leur père, par leurs frères, contraintes de le faire, dont l'acte de mettre un foulard ne serait pas un choix, mais une obligation. On dirait que la charge de la preuve va à l'accusateur, on attend toujours les preuves. Vraiment, il n'y a pas de preuve qu'il y ait obligation comme ça, de manière globale, à l'échelle de la nation française, que la grande majorité des jeunes femmes voilées seraient forcées de porter le voile. Il est évident que ça peut arriver. Attention, soyons bien d'accord. Des dérives religieuses, des dérives dans des pratiques éducatives où les enfants sont forcés, ou des jeunes adolescents ou des adolescents sont forcés de s'habiller d'une certaine manière, de se comporter d'une certaine manière, etc. On sait que ça existe. On sait aussi que la religion peut conduire à des pratiques de ce type, hein, quelles que soient les religions, et dans leur pratique orthodoxe tout particulièrement. La pratique orthodoxe d'une religion, c'est la pratique dite du livre, c'est-à-dire le moment où on considère qu'on est dans une espèce de respect permanent, assez strict, assez formel du texte religieux, où on va avoir du coup des applications qui peuvent être parfois assez violentes socialement. Oui, bien sûr, il peut y avoir des pratiques religieuses tout à fait contraignantes, quelles que soient les religions, et qui n'ont rien de spécifique à l'islam. Le problème là, c'est la naturalisation d'une espèce de problème systémique qui collerait au voile et au foulard et qui lui serait totalement spécifique. Et le port du foulard serait forcément un acte de soumission, quelque chose qui aurait été imposé par l'extérieur, par des hommes ou je ne sais quoi, mais ce n'est prouvé par rien. Et d'ailleurs, les témoignages de ces jeunes femmes qui veulent pouvoir jouer au foot, au volley, etc., c'est pas ah mon Dieu, sauvez-moi, libérez-moi, etc. C'est pas la demande. Hein. La demande, c'est laissez-moi jouer au foot, s'il vous plaît, laissez-moi faire mes compètes et laissez-moi avoir le droit d'exprimer ma foi de la manière dont je l'entends, ce qui n'est absolument pas interdit. Et d'ailleurs, on voit la contradiction fondamentale dans leur idéologie, c'est-à-dire qu'ils disent protéger les jeunes femmes, mais d'un autre côté, ils disent lutter contre l'islamisme et un prosélytisme. Donc ils disent on va libérer ces jeunes femmes, mais en même temps, on dit que ces jeunes femmes sont responsables d'une forme de prosélytisme et
sont les porteuses d'un islamisme dont on n'a pas vraiment la définition, mais dont on a bien compris que selon eux, serait un mouvement dangereux, toxique ou je ne sais quoi. Donc on voit bien en fait que là-dedans, il y a énormément de préjugés, énormément de contradictions, et qu'en réalité, la cause des femmes n'est qu'une énorme fumisterie pour pouvoir tenir leurs discours qui sont des discours purement et simplement discriminants. Rarement, à l'extrême droite, personne ne propose à ces femmes soi-disant forcées de les aider à s'émanciper. Interdire le voile empêcherait celles qui le sont réellement de sortir de chez elles. C'est un peu le paradoxe, mais de toute façon, j'aimerais bien qu'on quantifie qui sont ces femmes et combien sont-elles à être forcées de porter le voile et exactement de quoi on parle. Tout ça repose quand même sur un fantasme colonial qui essentialise un peu un autre lointain à qui on attribue une barbarie qui serait exempte de nos propres sociétés, alors que du sexisme et des violences sexistes et des VSS et compagnie, on en a plein dans notre société et tout le monde s'en fout, il n'y a qu'à voir l'affaire Depardieu. J'ai une pensée pour les femmes qui luttent et prennent des coups tous les jours dans les quartiers parce qu'elles ne veulent pas subir ces pressions islamistes. La religion n'est pas au-dessus des lois de la République. Et si une femme veut garder un signe religieux lors d'une compétition sportive, c'est qu'elle met la religion au-dessus de ses règles. Donc à nouveau, pas de source, hein. Rien ne démontre ça. On est sur des purs stéréotypes. Les femmes qui tous les jours prennent des coups par les mecs des cités, qui viennent les tabasser, patati patata. Les gens y croient parce qu'ils ont essentialisé l'autre dans une espèce de monstruosité et pour eux, ça leur semble évident. Ils ne demandent pas, mais s'il vous plaît, les sources autres que vos imaginaires. Je voulais revenir sur Amnesty International. Ça a été une énorme polémique pour les JO. Hein. La France a interdit à ses athlètes féminines du coup le port du voile au prétexte de la laïcité, évidemment comme d'habitude. Et du coup, Amnesty International a publié un rapport à ce propos où il note, je cite, une hypocrisie discriminatoire des autorités françaises qui bafoue le droit international relatif aux droits humains. Un avis partagé par les Nations Unies qui ont souligné que personne ne doit imposer à une femme ce qu'elle doit porter ou pas. Évidemment, c'est un avis que je partage personnellement à 100%. Hein. Autour de toutes ces affaires de voile, le féminisme, parce que c'est soi-disant libérer les femmes, donc on pourrait dire que c'est une forme de féminisme, tout ça n'est qu'une vaste excuse à la stigmatisation des personnes musulmanes. On perçoit automatiquement le port du voile comme une preuve de soumission aux hommes musulmans. D'ailleurs, Sarkozy, à l'époque, avait une sortie sur ça qui était assez célèbre, où il disait que le voile n'est pas un problème religieux, mais un problème de liberté et de dignité de la femme. Sauf que ces femmes, personne ne leur demande jamais leur avis. C'est un truc que dit la sociologue Fathia Hachbli. Il y a une hypervisibilité du voile, mais une invisibilité des voilés. Ils sont même pas foutus de faire témoigner une femme qui puisse témoigner dans leur sens, etc. et tout. Ils ne se basent sur rien et ne construisent leur représentation que sur des stéréotypes et des préjugés. Un historien des religions qui s'appelle Jean Bobéro, qui parle à propos du voile d'une espèce d'obsession parce que, selon lui, le voile, si on regarde à l'échelle des religions et des croyances, n'est en rien spécifique. Il dit, je cite, c'est un peu long, mais vous allez voir, c'est intéressant, « Chaque enfant est catéchisé de multiples manières, y compris par des catéchismes républicains, dont aussi bien Condorcet que Buisson se méfiaient. Cela s'appelle la socialisation. La socialisation religieuse n'en est qu'une parmi d'autres. Le processus d'émancipation que nous devons tous accomplir consiste dans le travail jamais fini de tri entre ce que l'on accepte d'intérioriser et ce que l'on décide de rejeter. » C'est hyper intéressant comme manière de réfléchir. En fait, des catéchismes, j'aime bien cette expression catéchiser, c'est-à-dire des croyances qu'on nous inculque dans la jeunesse, etc. Bien sûr qu'on en a plein, que nos parents, ils ont un milieu social où ils nous inculquent, oui, leurs croyances religieuses, leurs croyances politiques, etc., etc. Et jamais la République n'a interdit ça. Nous traversons des socialisations et parfois des socialisations religieuses. Et de certaines de ces socialisations, nous nous émancipons, oui, et d'autres non. Et en fait, c'est notre travail, comme il dit, d'adultes, de faire un choix, de voyager à travers ces socialisations, celles de nos amis, celles de nos familles, celles de l'école, etc., etc., et de nous construire une représentation du monde. Et du coup, je trouve ça tout à fait absurde d'arriver comme ça et de dire ça, cette religion-là, rétrograde, un peu ci, un peu ça aux jeunes femmes. Si on suit cette logique de socialisation, on sait en plus que la socialisation, elle s'exerce à plusieurs niveaux, certes dans la famille, mais aussi à l'école et aussi dans les milieux amicaux, notamment le sport. Si vous enlevez à différents niveaux de socialisation en disant pour protéger ces jeunes femmes qui seraient soi-disant forcées de porter le voile, on va les enfermer dans un seul espace de socialisation qui est celui de la famille, qui est censé être celui qui est en train de les dominer, de les écraser ou je ne sais quoi. Déjà, vous êtes stupide. Mais en réalité, c'est pas ça qui se passe. C'est ce que dit Bobéro. C'est en fait, le voile a rien de spécifique.
Le voile, c'est juste l'expression d'une socialisation. C'est tout, point. Et on en a tous, et on est tous comme ça, et on fonctionne tous de cette manière. Et ça s'arrête à ça. C'est pas plus compliqué. Ce serait bien d'arrêter de dire aux femmes comment elles doivent s'habiller, et ce serait bien d'arrêter d'émanciper des gens contre leur gré. On comprend pas trop comment ça fonctionne, cette histoire d'émanciper des gens qui n'ont rien demandé, d'une oppression qu'ils ou elles ne connaissent pas. On voit qu'autour du sport, il y a quand même des batailles autour du corps des femmes qui sont assez violentes. C'est insupportable de voir que les volleyeuses se battent pour avoir le droit de porter un short. C'est exactement le même combat que ces jeunes femmes qui se battent pour avoir le droit de porter leur foulard. Ria Bentou Ami, une chercheuse qui a travaillé sur le sujet, dit qu'en fait, le voile en France est constitué comme un problème, pire encore comme une catégorie monstrueuse au sein de la République française qui appelle à sa correction, voire son bannissement hors de l'espace public de la visibilité ordinaire. Si vous regardez les réactions politiques autour de la question du foulard et tout, on voit que c'est vraiment pensé de cette manière-là. Marine Le Pen avait expliqué que si elle gagnait les élections en 2022, pendant l'entre-deux tours, elle avait déclaré que le voile était pour elle un uniforme imposé par les islamistes. On retrouve exactement les propos aujourd'hui qui sont tenus par la droite gouvernementale. Donc le Front National, la Macronie, même combat, et les Républicains, même combat. Donc le voile est un uniforme imposé par les islamistes. Une grande partie de femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement, même si elles n'osent pas le dire. Donc elle interdirait le voile dans l'espace public en cas de victoire à la présidentielle. C'est intéressant cette manière de parler. C'est de dire les femmes ne peuvent pas faire autrement, mais elles ne peuvent pas le dire. Donc si elles disent qu'elles portent le voile par choix, en fait, non, c'est qu'elles ne peuvent pas dire qu'elles le portent pas par choix. Elles sont quand même obligées. Vous voyez, c'est ça la mythologie politique, c'est qu'on raconte une histoire qui n'est basée sur rien, qui n'est basée sur aucun fait, sur aucune vérification, et on rend le truc totalement irréfutable en disant, en gros, elles ont dit qu'elles veulent le porter, mais il y a sûrement un mec derrière qui les y oblige, tu vois. Et c'est des propos qu'on retrouve partout, quoi, justement, au-delà de l'extrême droite. En 2016, Valls voulait interdire le voile à l'université, il en avait fait toute une campagne, etc. Sarkozy faisait des débats sans fin, le voile, l'identité nationale. À l'époque, il disait, quand il faisait ses débats sur le voile, je cite, c'était contre les islamistes qui veulent soumettre les femmes. Sarkozy, passionné de féminisme, c'est bien connu. En fait, autour du voile, il y a une vision qui est une vision ultra-coloniale. Les femmes qui portent le hijab, on leur enlève en fait toute agentivité, toute capacité à penser par elles-mêmes. Elles n'ont pas une foi, elles ne peuvent pas exprimer une piété qui serait la preuve d'un rapport philosophique complexe au monde, un choix religieux qu'elles auraient fait librement. Ce sont forcément des femmes soumises et il y a une mission civilisatrice d'un imaginaire vraiment de la blanchité dominante, écrasante et tout, qui est que la société française va devoir les sauver, même si pour ça, il faut les sauver contre leur gré. Il y a une afro-féministe qui s'appelle Andela Paye Diouf. Il y a un discours hyper intéressant sur ça où elle dit en gros que concernant la logique d'exclusion des musulmanes voilées de l'espace public, le féminisme ne peut consister à sauver des femmes non blanches que l'on a préalablement minorisées et renvoyées du côté du consentement à l'oppression. Pourquoi exiger de moi que j'enlève mon foulard parce que certains, je la cite, certaines ont lutté pour se dénuder? En quoi ce bout de tissu que j'ai sur la tête remet en cause des années de lutte des femmes? En fait, ce que me disent la politique depuis des dizaines d'années, c'est ton corps nous appartient. C'est une analyse qui est partagée par beaucoup de chercheurs et de chercheuses. La sociologue Fatia Hachbili explique que dans les sociétés françaises, on a érigé une pratique légitime de ce qu'est une femme libre, moderne et émancipée, et que le fait de porter un foulard de son plein gré introduit un autre usage du corps, éloigné de la rhétorique légitime de la femme libre. En gros, il y a un modèle qui est celui de la majorité. On y revient, c'est ce que je vous dis depuis le début, qui est un modèle du dominant de ce qu'est une femme qui a le droit de se comporter, de comment est-ce qu'elle a le droit de se comporter. Et dans cet espace extrêmement restreint, il y a des pratiques qui n'ont pas leur place. Donc des pratiques de femmes qui veulent porter un short et pas forcément se faire leur sport en culotte, par exemple pour les volleyeuses. De l'autre côté, des femmes qui veulent porter le voile, on leur dit non, vous n'avez pas le droit. Si tu veux, l'histoire entre les crop tops et la baya, quoi. Attention, ne porte pas d'habits trop longs, sinon c'est contre la République, mais ne porte pas d'habits trop courts, sinon c'est contre la République. On a vraiment une représentation qui est une représentation hyper problématique. Et ce que disent la plupart des chercheurs, chercheuses, militantes, intersectionnelles et tout sur le sujet, c'est que en réalité, si on prend la pure question du foulard, on peut être libre et porter un foulard, c'est tout. On rend le sexisme spécifique aux populations musulmanes qui sert en réalité à justifier le maintien d'un discours raciste envers les populations stigmatisées depuis longtemps. Et le but, c'est évidemment pas de sauver les femmes, mais de provoquer une confrontation avec l'islam, in fine de cibler les personnes racisées, de justifier des politiques discriminantes. Mais le double effet qui se coule, c'est que ça permet aussi une invisibilisation des luttes féministes et des luttes contre le sexisme dans nos propres sociétés, puisque on fait du barbare l'étranger en disant « Ah, les VSS, c'est là-bas. Ah, le machisme, c'est là-bas. Ah, le patriarcat, c'est là-bas. » C'est une manière de ne pas regarder au sein de nos propres sociétés la reproduction des systèmes de domination patriarcaux, systémiques, etc., etc. C'est en les écartant qu'on va, au contraire, diminuer les possibilités pour elles de s'émanciper.
Donc là, ça correspond à un contexte contemporain qui n'est pas hasardeux, bien évidemment. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que cette loi est, selon moi, dans la continuité du contexte d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'un contexte raciste. Est-ce qu'on peut ou non, est-ce qu'il faut ou non parler de racisme? Moi, ma conviction, c'est que oui, mais je pense que ça demande de réfléchir à comment le racisme a évolué au cours des dernières années. C'est un argument qui est souvent ressorti, comme quoi il y aurait plus de racisme en France, et encore moins au sommet de l'État, parce que, soi-disant, aucun discours discriminant ne s'exprimerait plus aujourd'hui au principe d'une hiérarchie des races. Et en soi, c'est un peu vrai, le constat de base. Rokhaya Diallo, elle avait expliqué dans un article que, la cite, si la France a par le passé instauré des mesures légales racistes, les discriminations sont aujourd'hui interdites. De ce fait, à l'évidence, aucun texte officiel ne pourrait porter une disposition directement et ouvertement raciste sous peine d'inconstitutionnalité. Mais pour autant, l'absence de telles mesures ne rend pas impossible la production de racisme par l'État. Et je trouve que c'est exactement ça que montrent toutes ces polémiques sur le voile. Qu'explique la sociologue Horia Kebabza, c'est que malgré l'euphémisation des termes racistes par peur de sanctions légales, la perception que les différences irréductibles séparent d'un côté les occidentaux blancs de culture chrétienne des non-européens non blancs reste extrêmement vivace. Elle dit qu'il existe ce qu'elle appelle un nouveau racisme qui se fonde non plus sur la supériorité biologique de certaines races sur d'autres, mais sur la différence culturelle. Horia Kebabza prend pour exemple la fameuse tirade du bruit et l'odeur de Jacques Chirac qui se termine comme ça. Il dit le travailleur français qui vit à côté d'une famille d'immigrés où il y a plein d'enfants, c'est insupportable. Si vous ajoutez à ça le bruit et l'odeur, donc hyper raciste et tout, le travailleur français devient fou. Puis il ajoute, notre problème, ce n'est pas les étrangers, c'est qu'il y a overdose. C'est peut-être vrai qu'il n'y a pas plus d'étrangers qu'avant la guerre, mais ce n'est pas les mêmes, et ça fait une différence. Il est certain que d'avoir des Espagnols, des Polonais et des Portugais travaillant chez nous, ça pose moins de problèmes que d'avoir des musulmans et des Noirs. Ça, c'est typiquement un exemple de ce racisme, donc c'est purement raciste, il n'y a pas besoin d'en discuter, mais justement de cet usage de la différence culturelle pour construire un discours raciste. Donc on retrouve là dans tout ça ce que le philosophe Étienne Balibar appelait le racisme sans race. En gros, pour lui, dans les années 70, on serait passé d'un schéma de hiérarchisation qui opposait donc race supérieure et race inférieure, hérité du 19e siècle, la pensée qui a conduit au nazisme notamment, avec une hiérarchie biologique d'un système de race qui était pensé comme une réalité. En fait, ce qu'explique Étienne Balibar, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, ce modèle-là, il a arrêté d'exister parce qu'on a fait des démonstrations scientifiques. Par exemple, Race et Histoire de Lévi-Strauss et toutes les conférences de l'UNESCO ont invalidé à 100% l'existence de la race au sens biologique. Donc, à ça, c'est substitué un autre système hiérarchique qui, cette fois, se basait sur l'impossibilité du mélange culturel. L'idée, c'est que certaines cultures ne peuvent pas se mélanger et s'assimiler au sein de ce qu'ils appellent la République, mais qui est en fait la culture dominante, que c'est les personnes qui sont issues de ces cultures-là seraient en quelque sorte des ennemis de l'intérieur qu'il faudrait soumettre ou combattre. Donc l'idée, elle est quand même hyper intéressante. On est passé d'une biologisation des différences à une culturalisation des différences. Mais à la fin, on est toujours sur de la discrimination au principe de la différence. C'est pour ça qu'on est dans un nouveau racisme et qu'on est toujours dans le racisme. Ils ont changé leur fusil d'épaule et maintenant ils s'attaquent à la culture et naturalisent les groupes humains de différentes cultures. Pour eux, en gros, la culture est une entité close sur elle-même, le milieu naturel de l'homme. Et du coup, dans leur pensée, les différentes cultures sont pensées comme incompatibles et leur coexistence impossible. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, ils ont biologisé la culture d'une certaine manière. Il y a 1000 manières de porter le voile, ça peut vouloir dire plein de choses différentes. En réalité, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils en font un bloc. Le voile, c'est forcément une oppression, c'est forcément une domination. On est toujours en fait dans la même logique que le racisme traditionnel, mais au lieu de parler de l'ADN, c'est des racistes qui vont parler de la coexistence culturelle qui est jugée impossible et qu'il va falloir combattre. Et ça marche de la même manière, quoi. En fait, ce qui est hyper important pour penser tout ça, c'est de penser la notion de racisation dont on a déjà discuté. Le débat est un peu complexe, mais vous allez voir, c'est hyper important. Si on repense le racisme autour de la notion de racisation, l'idée qu'il n'existe pas de race au sens biologique, mais un système de domination qui produit des victimes de manière arbitraire. J'espère qu'on est toutes et tous d'accord. Vous ne faites pas partie de différentes races selon votre couleur de peau, je ne sais quoi. Il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Point. Vraiment, point. Mais il y a du racisme qui existe. Donc il y a un système de domination qui, de manière arbitraire, en se basant sur des éléments qui n'ont rien à voir avec des différences biologiques, mais qui ont tout à voir avec des différences biologisées, c'est-à-dire qu'on dit de cette différence-là, qu'elle est très importante, mais pas de celle-là. Par exemple, on va pas séparer les gens par rapport à leur taille, on va pas séparer les gens par rapport à la taille de leurs oreilles, mais on va séparer les gens par rapport à leur couleur de peau. C'est un choix arbitraire. Ça va créer des systèmes de domination. Selon Balibar, c'est pour ça qu'on parle de raciser. Il y a des gens qui se voient alors racisés, c'est-à-dire je cite, contrainte d'entrer dans un processus d'attribution d'une race. Il n'y a pas de race biologique, mais des gens qu'on renvoie à un espace de discrimination comme si elles appartenaient à quelque chose d'autre.
J'espère que vous suivez jusque-là. Dans cette logique, le racisme, donc, peut être défini comme un processus social réel. Vraiment, le racisme est réel. La race n'existe pas, le racisme est réel. C'est ça qu'il faut comprendre. Par lequel les racistes opèrent la projection d'une race imaginaire sur un groupe d'humains déterminés à l'encontre de sa volonté. Là, c'est pas moi, je cite Balibar. Donc, la raison d'attribution de la race par les racistes n'a pas d'importance. C'est pour ça que c'est hyper important de remettre le mot raciste autour de ce qui se passe autour du voile. Parce que, au fond, il n'y a jamais eu de race biologique. Donc, c'était déjà un arbitraire absurde au moment où il y avait le racisme à l'époque au prétexte de la biologie. Aujourd'hui, on utilise de la différence culturelle. C'est un autre arbitraire, mais c'est toujours le même processus d'exclusion. Donc, on s'en fout qu'ils utilisent une fiction biologique ou une fiction culturelle. Ça reste une fiction. On peut tout à fait considérer les discriminations au principe de la culture comme du racisme. Les violences qui sont faites aux personnes qui portent le voile et le foulard sont des violences racistes. La vérité, c'est que les institutions qui protègent les personnes des discriminations, elles sont d'accord. Le défenseur du droit fait état en France d'une tendance à utiliser le terme musulman pour évoquer de fait les personnes immigrées ou perçues comme arabes, confirmant que le marqueur religieux tend à redoubler le marqueur racial. On le sait qu'on est dans du racisme. Amnesty International le dit aussi, parle pour la France de racisme anti-musulman plutôt que d'islamophobie, parce que poser le mot racisme, ça n'a pas le même sens légal, ça a beaucoup plus de force. Je pense que tous ces gens à l'Assemblée seraient là en mode, on leur dirait qu'ils sont islamophobes, ils seraient là non, mais ils s'en battent les couilles. Tu leur dis par contre qu'ils sont racistes, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, on a une transformation profonde du racisme. Et le problème, c'est que là, on est en train de créer des espaces de discrimination qui ne ciblent que certains groupes, qui ne répondent à rien d'autre que à des indignations qui sont des indignations racistes. Et tout. Enfin, au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête quelque part, cette histoire. La seule chose qui fait que ces lois fonctionnent aujourd'hui et qu'elles passent et que ce débat public continue d'avoir lieu, c'est qu'on est dans ce que Rachad Antonius, un sociologue, appelle le racisme respectable. Le racisme respectable, c'est un terme désigne, c'est des discours et des pratiques qui seraient certainement qualifiés de racistes en fonction de n'importe quelle définition raisonnable du racisme, mais qui ne sont pas perçus comme tels par les courants politiques et intellectuels dominants. En gros, dans notre pays, il y a des représentations racistes qui revêtent parfois les habits de la respectabilité, mais qui en fait sont basées sur un substrat raciste tellement partagé qu'il n'a plus besoin d'être explicite et que les gens en fait le ressentent comme quelque chose d'ordinaire et qu'on peut dire normalement. Ce n'est pas normal. Ne me dites pas qu'il n'y a pas un racisme intériorisé. De voir à quel point, pour des personnes que ça concerne, ni d'Ève ni d'Adam, très peu renseignés sur le sujet, ils ont un avis comme ça sur le port du voile. La laïcité, ça les passionne. 5 minutes plus tard, ils seront en train de chialer pour qu'on mette des crèches dans les mairies, des sapins de Noël avec Jésus planté avec une aiguille dans le cul au sommet du sapin, et ils seront là en mode « Non, la laïcité non mais c'est pas pareil !» Et t'es là... D'un coup, la liberté des femmes, le féminisme les passionne. Je lui dis, attendez, on est en pleine affaire Depardieu, vous en avez rien à foutre. Le procès Depardieu, on a quand même des journalistes qui ont crié « Allez Gérard, on est avec toi !» quand Gérard Depardieu est sorti après les réquisitoires, alors qu'il y a 6 plaignantes pour des viols. « Allez Gérard, on est avec toi !» Enfin, tu vois, la culture du viol en France, il y a du travail à faire, quoi. Vraiment, il y a du travail à faire. Du coup, moi, je suis vénère, quoi. Je suis vénère de cette instrumentalisation. Je rappelle que pendant qu'on est à débattre sur le voile dans le sport, pendant que l'espace médiatique est saturé de plateaux qui parlent de ce sujet-là, le parquet national financier a réclamé 7 ans de prison contre l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, pour des faits de corruption, recel de détournement de fonds publics, association de malfaiteurs et financement illégal de campagne électorale. C'est une affaire sans précédent où on découvre que la France est liée à un scandale de corruption, enfin en tout cas l'État français sous Sarkozy a été lié à un scandale de corruption à l'échelle nationale, vraiment mais quelque chose de gigantesque qui nous a lié à un dictateur sanguinaire où on retrouve dans les protagonistes de l'affaire des terroristes comme Abdallah Senoussi qui a participé à un attentat où 54 Français ont été tués. C'est une affaire qui n'a vraiment aucun précédent dans l'histoire de la République française. Malheureusement, la hiérarchie médiatique dans ses obsessions racistes fait aussi, je trouve, le jeu d'une perte de vue des choses essentielles, à savoir, je crois que s'il y a une indignation collective, s'il y a des sujets dont on doit absolument parler, c'est de cela, parce que c'est le sens même de notre démocratie et son fonctionnement jusqu'au plus haut sommet de l'État qui est remis en question par l'affaire Sarkozy. C'est très très grave, c'est vraiment très très grave. Non seulement c'est du racisme, non seulement c'est un sexisme profond, mais en plus, jusqu'au plus haut sommet de notre démocratie, c'est en train de, dans la sphère informationnelle, en tout cas, en remplissant l'espace informationnel au lieu de choses vraiment importantes, c'est en train aussi de participer au délitement global des fondements même de notre État. Et c'est vraiment pour ça qu'il faut s'emparer de ces sujets et à un moment donné, fermer leur gueule à tous ces fachos, quoi.